Vous n'êtes pas de la famille, partez, a dit mon frère. Nos parents ont hoché la tête. J'ai silencieusement laissé tomber un titre de propriété d'une valeur de 430 000 €. Je suis Mélanie, 34 ans, et jusqu'à l'année dernière, je pensais tout savoir sur ma famille. En tant que courtière immobilière prospère, je comprenais la valeur de la maison de 430 000 € que mes parents m'avaient laissée. Lorsque mon frère, Romain, traversa des moments difficiles, laisser sa famille s'installer semblait naturel. Je n'aurais jamais imaginé surprendre sa parole qui m'a tant blessé. Elle n'est pas de la vraie famille de toute façon puisqu'elle a été adoptée. Cette nuit-là a tout changé. Je suis entré avec l'acte de propriété, les laissé tomber sur la table, et leur ai donné 30 jours pour partir. En grandissant dans notre quartier de Bordeaux, je n'ai jamais remis en question ma place dans la famille. Notre maison était modeste mais confortable. Un pavillon de 2 étages avec un porche circulaire où maman servait de la limonade pendant les après-midi d'été. Papa, passionné par l'amélioration de l'habitat, soulignait constamment les détails concernant la valeur et l'entretien de la propriété. Mélanie, disait-il, examinant les moulures ou les parquets. Comprends ce qui rend une maison précieuse et tu ne feras jamais un mauvais investissement. Ces leçons sont restées gravées en moi, me guidant finalement vers ma carrière dans l'immobilier. Romain avait 5 ans de plus que moi, et notre relation était compliquée dès le début. Tandis que j'économisais mon argent de poche et travaillais pendant les jobs d'été, Romain dépensait l'argent dès qu'il arrivait. Sa première entreprise, un service de nettoyage automobile, s'est effondré en 6 mois parce qu'il puisait constamment dans le compte de la société pour des dépenses personnelles. À 23 ans, il avait atteint la limite de 3 cartes de crédit et demandait des prêts à nos parents qu'il ne remboursait jamais. Malgré nos différentes approches de l'argent, nous avons maintenu une relation cordiale pendant la vingtaine. Je me suis concentré sur l'établissement de ma carrière, travaillant 60 heures par semaine pour me faire une place sur le marché immobilier compétitif de Bordeaux. Mon dévouement a porté ses fruits lorsque l'on m'a offert un poste de cadre supérieur dans une agence prestigieuse à Lyon. La décision de déménager n'a pas été facile, mais à 28 ans, je savais que cette opportunité ne se représenterait peut-être pas. Je suis si fier de toi, a dit maman quand je lui ai parlé de l'offre d'emploi. Ton père et moi avons toujours su que tu étais destiné au succès. Papa a acquiescé, même si j'ai remarqué une lueur de tristesse dans ses yeux à l'idée que je déménage à 200 km. Après avoir déménagé à Lyon, je me suis donné pour priorité de retourner à Bordeaux au moins 2 fois par mois. Lors de ces visites, j'ai remarqué des changements subtils chez mes parents qui m'inquiétaient. Papa, autrefois robuste et énergique, bougeait plus lentement, faisant des pauses lorsqu'il travaillait dans le jardin qu'il aimait tant. Maman, toujours la papillon sociale du quartier, semblait de plus en plus concentrée sur les besoins de papa, déclinant les invitations d'amis pour rester à la maison avec lui. Lors d'une visite, maman m'a pris à part dans la cuisine pendant que papa faisait une sieste dans son fauteuil inclinable. Ton père ne l'admettra pas, mais son cœur n'est plus ce qu'il était, m'a-t-elle confié, sa voix à peine audible. Le docteur lui demande de se ménager, mais tu sais à quel point il est têtu. Romain vivait à seulement 15 minutes de nos parents avec sa femme, Sophie, et leurs 2 enfants, Léa et Maxime. Malgré cette proximité, ces visites étaient rares et coïncidaient généralement avec un besoin d'aide financière. Romain était juste là, m'assurait maman lors de nos appels téléphoniques, une note de gaieté forcée dans sa voix. Il a des difficultés avec son prêt ce mois-ci, mais les choses vont s'arranger bientôt. Lorsque la santé de papa a décliné sérieusement, je n'ai pas hésité à prendre un congé de mon travail. Ma patronne, Jessica, a été compréhensive. La famille passe avant tout, Mélanie. Prends tout le temps dont tu as besoin. J'ai loué un appartement meublé près de chez mes parents et j'ai passé mes journées à aider maman à prendre soin de papa, l'emmenant aux rendez-vous médicaux et gérant ses médicaments. Pendant ces 3 mois, Romain n'est venu que 4 fois. Chaque visite a duré moins d'1 heure, et il repartait toujours avec de l'argent, invoquant des dépenses imprévues pour les enfants ou des réparations de maison. Ton frère a sa propre famille à gérer, a dit papa après l'une de ses visites. Mais j'ai entendu la déception dans sa voix. Papa est décédé paisiblement un mardi pluvieux d'octobre. Je lui tenais la main tandis que maman lui caressait les cheveux, lui disant que c'était d'accord de laisser partir. Romain est arrivé à l'hôpital 30 minutes après que je l'ai appelé pour lui annoncer que papa était parti. Il a pleuré sincèrement, et pendant un instant, j'ai vu le frère dont je me souvenais de l'enfance, vulnérable et humain sous son extérieur insouciant. Les semaines qui ont suivi les funérailles de papa ont été un flou de paperasse,
d'appels téléphoniques, et de soutien à maman à travers les vagues de chagrin. J'ai prolongé mon congé, incapable d'imaginer retourner à Lyon pendant que maman était si fragile. Elle s'asseyait pendant des heures dans le fauteuil de papa, serrant son cardigan contre son visage pour respirer son parfum qui s'estompait. « Tu devrais retourner à ta vie », insistait-elle après que j'ai été là pendant un mois. « J'irai bien toute seule. » Mais le regard vide dans ses yeux racontait une autre histoire. Les visites de Romain ont brièvement augmenté après la mort de papa, mais sont rapidement revenus à leur schéma précédent. Il amenait les enfants occasionnellement, ce qui égayait la journée de maman, mais ces visites se terminaient inévitablement par des conversations feutrées dans la cuisine concernant sa dernière crise financière. J'ai surpris maman dire un jour, « C'est la dernière partie de la pension de ce mois-ci, Romain. J'ai besoin du reste pour les factures. » L'affaissement des faits de ses épaules lorsqu'il partait me faisait mal au cœur. J'ai essayé de parler à Romain de ses demandes constantes d'argent. « Maman ne peut pas continuer à te soutenir », lui ai-je dit lors d'un appel téléphonique. Elle a maintenant un revenu fixe. Tu ne comprends pas ce que c'est d'avoir des enfants et un prêt immobilier, a-t-il rétorqué sèchement. Nous ne pouvons pas tous avoir des carrières de luxe à Lyon. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. L'appel s'est terminé par sa promesse de faire mieux, une promesse que j'avais entendue tant de fois auparavant. Alors que l'hiver s'installait sur Bordeaux, la santé de maman a commencé à décliner. Elle a perdu du poids, a oublié des rendez-vous, et semblait parfois confuse quant aux tâches simples. Le docteur a mentionné la dépression et le fardeau physique du chagrin, prescrivant des médicaments et suggérant une thérapie. J'ai assisté aux premières séances avec elle, la voyant lutter pour articuler le vide qu'elle ressentait sans papa. Mes visites bimensuelles sont devenues hebdomadaires, puis permanentes, car j'ai demandé à travailler à distance indéfiniment. Jessica était moins conciliante cette fois-ci. Mélanie, je comprends ta situation, mais nous avons besoin de toi ici pour les réunions clients. Nous avons trouvé un compromis, un arrangement de 3 jours à distance et 2 jours au bureau, ce qui impliquait des trajets épuisants, mais me permettait de garder mon poste tout en soutenant maman. Tout au long de cette période, mon ressentiment envers Romain a grandi. Il savait que maman luttait, mais continuait de la charger de ses problèmes au lieu d'offrir son soutien. Lors d'une semaine particulièrement difficile où maman avait une bronchite, j'ai appelé Romain pour lui demander d'aller chercher son ordonnance. « Je ne peux pas aujourd'hui », m'a-t-il dit, le son d'un match sportif clair en arrière-plan. J'ai promis aux enfants que je regarderais leur entraînement de football. Romain, elle a besoin de ses médicaments. Elle respire à peine. Est-ce qu'un voisin ne peut pas aider ? Madame Dubois propose toujours son aide. J'ai fini par conduire à travers les embouteillages de Lyon pour livrer l'ordonnance moi-même, arrivant pour trouver maman fiévreuse et seule. Cette nuit-là, après l'avoir installée, j'ai pleuré d'épuisement et de frustration, me demandant comment Romain pouvait être si détaché de la femme qu'il avait toujours soutenue. 6 mois après le décès de papa, la santé de maman s'est rapidement détériorée. Ce qui avait commencé par une légère oubli est devenu des pertes de mémoire inquiétantes et une faiblesse physique. Une série de tests a révélé un diagnostic dévastateur, un cancer du pancréas avancé qui s'était déjà propagé à son foie. L'oncologue a parlé doucement des soins palliatifs et de profiter au maximum du temps qui lui restait. J'ai immédiatement pris un congé prolongé de mon travail, cette fois sans date de retour spécifiée. Jessica était compréhensive mais professionnelle. Je devrais remplacer ton poste temporairement, Mélanie. Nous discuterons de ton avenir dans l'entreprise quand tu seras prête à revenir. Le message implicite était clair, mon emploi ne m'attendait peut-être pas, mais à ce moment-là, c'était le cadet de mes soucis. Maman s'est rapidement affaiblie au cours des semaines suivantes. J'ai transformé la salle à manger en chambre pour qu'elle n'ait pas à monter les escaliers, et des infirmières de soins palliatifs venaient quotidiennement gérer sa douleur. Les visites de Romain ont légèrement augmenté pendant cette période, mais elles restaient brèves et se terminaient souvent par lui demandant de l'argent à voix basse près de la porte d'entrée. Frais de cantine pour Léa, a-t-il expliqué un après-midi. Et Maxime a besoin d'un appareil dentaire. L'assurance ne couvre qu'une partie. Je lui ai fait un chèque sans discuter, ne voulant pas créer de tension que maman pourrait ressentir. Elle semblait toujours plus alerte lorsque Romain était là, souriant à la mention de ses petits-enfants et posant des questions sur leurs activités qu'elle répétait parfois quelques minutes plus tard. Pendant sa dernière semaine, maman a eu une journée étonnamment lucide. Elle a demandé à s'asseoir sur le porche, emmitouflée dans des couvertures malgré la chaleur printanière. « Je dois te parler du testament »,
m'a-t-elle dit alors que nous regardions les oiseaux à la mangeoire que papa avait construite il y a des années. Maman, nous n'avons pas besoin d'en parler maintenant, ai-je dit, tendant la main vers sa main mince. Si, nous devons. Sa voix était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Ton père et moi avons pris nos décisions avec soin. La maison et la plupart de nos économies iront à toi. J'ai commencé à protester, mais elle a continué. Romain recevra 20 000 francs suisses. Nous savons que cela ne semble pas équitable, mais tu as prouvé que tu étais responsable. Romain, elle a marqué une pause, cherchant les bons mots. Romain a besoin d'apprendre des leçons difficiles que nous ne serons pas là pour lui enseigner. Je comprends, ai-je dit, bien que j'anticipais déjà la réaction de Romain. Maman a serré ma main. Nous te faisons confiance pour faire ce qu'il faut, Mélanie. Tu as toujours été celle-là. Elle est décédée paisiblement 3 jours plus tard, avec moi à ses côtés, et Romain bloqué dans les embouteillages, arrivant 15 minutes trop tard pour dire au revoir. Son chagrin sincère lors des funérailles a temporairement comblé le fossé entre nous et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que nous étions vraiment frères et sœurs, unis dans notre perte, si ce n'est rien d'autre. La lecture du testament a eu lieu dans le bureau de l'avocat de longue date de mes parents, Monsieur Lefebvre. Comme maman l'avait indiqué, la maison et la majorité de leurs actifs m'ont été légués, tandis que Romain a reçu 20 000 francs suisses. Monsieur Lefebvre a expliqué que mes parents avaient mis à jour leur testament 2 ans plus tôt après que Romain leur eut emprunté 30 000 francs suisses pour démarrer une autre entreprise qui a rapidement échoué. Le visage de Romain est resté impassible pendant la lecture, mais j'ai remarqué que ses jointures se blanchissaient alors qu'il agrippait les accoudoirs de sa chaise. Quand Monsieur Lefebvre eut terminé, Romain se leva brusquement. « J'ai besoin de digérer cela, dit-il, et il partit sans me regarder. Plus tard dans la soirée, il a appelé. Sa voix était contrôlée, mais je pouvais entendre la tension en dessous. « Sophie et moi avons des difficultés à payer le loyer, a-t-il dit sans préambule. Le propriétaire l'a encore augmenté, et avec les dépenses des enfants. J'ai pris une profonde inspiration. Romain, qu'est-ce que tu demandes? La maison est juste vide maintenant. C'est logique que nous emménagions, au moins temporairement. Cela nous donnerait le temps d'économiser pour un acompte pour notre propre logement. La demande n'était pas entièrement inattendue. J'avais envisagé de vendre la maison, mais je n'étais pas émotionnellement prête à commencer le processus. Quelle est la durée du temporaire, ai-je demandé. 6 mois, peut-être 1 an au maximum, juste le temps de nous remettre sur pied. Après avoir réfléchi pendant quelques jours, j'ai accepté un arrangement de 6 mois. Romain et sa famille emménageraient dans la maison, contribueraient aux services publics et à l'entretien, et utiliseraient ce temps pour stabiliser leurs finances et trouver un logement permanent. Je retournerai à Lyon et à mon travail, visitant périodiquement pour vérifier la propriété. Tu nous sauves la vie, m'a dit, surnom d'enfance, a dit Romain lorsque je lui ai tendu les clés, utilisant mon surnom d'enfance pour la première fois depuis des années. Les enfants sont tellement excités d'avoir de vraies chambres au lieu de partager une chambre dans notre appartement. Sophie me serra maladroitement dans ses bras. Nous ne te remercierons jamais assez. Cela signifie tout pour nous. Je les ai aidés à déménager le week-end suivant, regardant Léa et Maxime explorer la maison avec excitation. Les 2 enfants ressemblaient à Romain avec leurs yeux noisettes et leur sourire rapide. Léa, à 14 ans, montrait déjà la détermination têtue qui caractérisait notre famille. Maxime, 12 ans, était plus calme avec une nature réfléchie qui me rappelait papa. Nous prendrons bien soin de l'endroit, a promis Sophie alors que nous portions des cartons de leur camion de location. C'est une si belle maison. Rappelez-vous juste que c'est temporaire, leur ai-je rappelé doucement. Je vendrai probablement la maison l'année prochaine. Bien sûr, Romain a accepté facilement. D'ici là, nous aurons économisé assez pour notre propre endroit. Les 20 000 francs suisses du testament plus ce que nous économisons sur le loyer devraient nous donner un acompte décent. Je suis retourné à Lyon le lendemain, me sentant à la fois soulagée et appréhensive. Une partie de moi était heureuse que la maison ne reste pas vide, vulnérable au cambriolage ou à la détérioration par négligence. Une autre partie s'inquiétait de confier la maison à Romain, dont le bilan de responsabilité était au mieux discutable. Mon retour au travail s'est mieux passé que prévu. Jessica avait transféré certains de mes clients à d'autres agents, mais avait gardé les plus précieux dans mon portefeuille. Nous sommes heureux de te revoir à temps plein, m'a-t-elle dit lors de notre première réunion. Prends quelques semaines pour te remettre à niveau,
et ensuite nous parlerons d'élargir ta clientèle. Je me suis plongé dans le travail, reconnaissante de la distraction de mon deuil et des émotions compliquées entourant l'arrangement avec Romain. Nous parlions chaque semaine au téléphone, de brèves conversations où il m'assurait que tout allait bien avec la maison. Je descendais une fois par mois pour vérifier les lieux, trouvant l'endroit raisonnablement bien entretenu lors de ses visites initiales. Tu vois, a dit Romain lors de ma deuxième visite, en faisant un geste autour du salon. Nous prenons bien soin de ton investissement. Il y avait des jouets éparpillés et de nouveaux meubles que je ne reconnaissais pas, mais rien de préoccupant. Notre investissement, les jeux corrigés. Cette maison compte autant pour toi que pour moi. Il a hoché la tête, mais quelque chose dans son expression m'a mise mal à l'aise. Oui, la famille, la maison, et tout le tralala. Sophie était toujours gracieuse lors de ses visites, offrant du café et me tenant au courant des activités des enfants. Léa a eu d'excellents résultats, a-t-elle annoncé fièrement lors d'une visite, et Maxime a rejoint le club de sciences. Ils s'épanouissent vraiment ici. J'étais sincèrement heureuse pour eux. Malgré ma relation compliquée avec Romain, je voulais le meilleur pour ses enfants. C'est merveilleux, dis-je. Maman et papa seraient si fiers. Alors que je me préparais à partir ce jour-là, Romain a mentionné avec désinvolture, au fait, nous sommes un peu courts pour la contribution au service public ce mois-ci. Maxime avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école. Je rattraperai le mois prochain. J'ai hoché la tête, sans surprise, mais déçu. Assure-toi juste de suivre ce que tu dois. D'accord ? Absolument, a-t-il promis, me raccompagnant à ma voiture. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette opportunité, m'a dit. Cela nous aide vraiment à nous redresser. Je suis retourné à Lyon en voulant le croire, espérant que cet arrangement pourrait non seulement apporter de la stabilité à sa famille, mais peut-être aussi réparer notre relation fracturée. 3 mois après l'arrangement, les premiers vrais signes de problème ont commencé à apparaître. Mes visites mensuelles révélaient des changements subtils mais inquiétants dans la propriété. La pelouse autrefois impeccable que papa entretenait avec tant de fierté était maintenant inégale et envahie par endroits. À l'intérieur, j'ai remarqué des taches sur la moquette qui n'étaient pas là auparavant, des marques de frottement sur les murs et un sentiment général de désordre qui dépassait la vie de famille normale. Désolé pour le désordre, dit Sophie lors d'une visite, rassemblant à la hâte des jouets du sol du salon. Les enfants ont été particulièrement actifs avec les vacances d'été. J'ai hoché la tête, essayant de comprendre. C'est bon. Comment vont les réparations sur le robinet qui fuit dont j'ai parlé la dernière fois ? Romain a levé les yeux de son téléphone. Oh, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. J'ai pris des quarts supplémentaires au travail. Ce qui m'a le plus dérangé n'était pas l'état physique de la maison, mais la réalisation que Romain n'avait rien contribué au service public ou à l'entretien malgré notre accord. Quand je l'ai soulevé, il avait toujours une excuse prête. Maxime a eu une urgence médicale, a-t-il expliqué lors de ma visite en juillet. Je voulais être compatissante, surtout lorsqu'il s'agissait des besoins des enfants, mais ces urgences semblaient suspectes de fréquence. Romain, je comprends que des choses arrivent, mais nous avions un accord. Je couvre les taxes foncières et l'assurance, mais tu as promis de t'occuper des services publics et des petites réparations. Et je le ferai, a-t-il insisté, paraissant blessé par mon manque de confiance. Les choses sont juste serrées en ce moment. Tu ne sais pas ce que c'est que d'essayer de faire vivre une famille de 4 personnes avec mon salaire. J'ai retenu la réplique selon laquelle il n'aurait pas dû accepter des conditions qu'il ne pouvait pas respecter. Au lieu de cela, j'ai dit, j'essaie d'être flexible, mais j'ai besoin de voir un effort de ta part. Son expression s'est légèrement durcie. Bien sûr, parce que tout a toujours été si facile pour toi. Lors de ma visite en août, j'ai été troublé de constater que toutes les photos de famille avaient été retirées du salon, remplacées par des œuvres d'art génériques et des photos de la famille de Romain. Lorsque j'ai demandé où étaient les photos manquantes, Sophie a répondu avec désinvolture, « Oh, nous les avons mises de côté pour faire de la place pour nos affaires. Elles sont en sécurité dans des cartons dans le grenier. » J'ai monté les escaliers étroits jusqu'au grenier cet après-midi-là et j'ai trouvé les photos de famille négligemment empilées dans des boîtes en carton, certains cadres fissurés à cause d'une manipulation brutale. Parmi elles se trouvait ma photo préférée de maman et papa à leur 30e anniversaire. Le verre était maintenant couvert de fines craquelures. J'ai soigneusement enveloppé la photo dans un vieux t-shirt et je l'ai ramené à Lyon avec moi, retenant mes larmes tout le long du trajet. Ce même mois,
j'ai reçu un appel inquiétant de Madame Dubois, notre voisine de longue date. Mélanie, chère, je déteste te déranger, mais il y a eu des perturbations dans la maison dernièrement. Le week-end dernier, il y a eu une fête qui a duré bien après minuit. Plusieurs voitures étaient garées sur la pelouse, et la musique était si forte qu'elle a déclenché les alarmes de voiture. Une fête, ai-je répété, surprise. Romain ne m'avait pas parlé de recevoir des invités. Oui, et ce n'est pas la première fois. Je ne dirai rien, mais ta mère serait tellement contrariée de voir la propriété traitée de cette manière. Je l'ai remercié d'avoir appelé et j'ai immédiatement téléphoné à Romain, qui a balayé mes préoccupations. Madame Dubois a toujours été une commère, dit-il. C'était juste quelques amis pour un barbecue. Elle exagère tout. Mes appels et messages à Romain ont été de plus en plus ignorés ou répondus des heures plus tard avec des réponses brèves et évasives. Quand je parvenais à le joindre, il était sur la défensive et pressé de mettre fin aux conversations. Sophie, autrefois chaleureuse et reconnaissante, semblait maintenant agacée par mes vérifications et mes questions. Lors de ma visite en septembre, j'ai été choqué de trouver un grand nouveau téléviseur fixé au mur du salon, des trous percés directement dans les boiseries antiques que papa avait soigneusement restaurées il y a des années. Les chambres des enfants avaient été complètement redécorées avec des couleurs de peinture que je ne reconnaissais pas et des affiches attachées au mur avec du ruban adhésif qui écaillait déjà la peinture par endroits. Vous auriez dû me consulter avant d'apporter des changements permanents à la maison, dis-je, luttant pour garder un ton neutre. Romain a levé les yeux au ciel. Ce ne sont que quelques trous de clous, m'a dit. Nous vivons ici, nous ne maintenons pas un musée. Vous vivez ici temporairement, lui ai-je rappelé. Et vous êtes censé économiser pour votre propre logement. Comment pouvez-vous vous permettre un nouveau téléviseur et des meubles si vous ne pouvez même pas payer les services publics? Nous avons eu une excellente affaire, dit-il vaguement. Et ma carte de crédit avait une promotion à 0% d'intérêt. Le stress de la situation a commencé à affecter mon travail à Lyon. Je me suis retrouvé distraite pendant les réunions clients, vérifiant constamment mon téléphone pour des mises à jour des voisins ou des réponses de Romain. Jessica a remarqué ma préoccupation lors d'une importante présentation de propriété. Mélanie, tu as l'air préoccupée aujourd'hui, m'a-t-elle dit en sortant du condo de luxe que nous présentions. Les Anderson posaient des questions auxquelles tu aurais dû t'attendre. Est-ce que tout va bien? J'ai hésité, puis j'ai admis, j'ai des problèmes avec mon frère et la maison familiale à Bordeaux. L'expression de Jessica s'est légèrement adoucie. Les affaires de famille peuvent être compliquées. Peut-être que tu dois régler cette situation pour qu'elle arrête d'interférer avec ton travail ici. Nous avons été patients à cause du décès de tes parents, mais l'inscription de la propriété Simpson arrive le mois prochain, et j'ai besoin que tu sois concentré à 100%. Ces paroles, bien que prononcées gentiment, portaient un avertissement clair. Ma carrière, que j'avais travaillé si dur pour construire, était en danger si je ne parvenais pas à maîtriser la situation avec Romain. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie, Stéphanie, qui connaissait ma famille depuis l'enfance. Je ne sais pas quoi faire, lui ai-je avoué après avoir expliqué la situation. Je veux aider Romain et les enfants, mais il abuse de ma bonne volonté. Honnêtement, m'a dit, il semble que ce soit toujours le cas, a répondu Stéphanie franchement. Tes parents ont favorisé son comportement pendant des années, et maintenant il attend la même chose de toi. Mais je ne peux pas simplement les mettre dehors. Où irait-il? Au même endroit où il serait si tes parents ne t'avaient pas laissé la maison. Romain est un adulte avec des responsabilités. Peut-être qu'il est temps qu'il y fasse face. Ces paroles sont restées avec moi alors que je planifiais une autre visite. Cette fois, sans prévenir. J'avais besoin de voir ce qui se passait quand Romain n'avait pas le temps de se préparer à mon arrivée. La boule d'anxiété croissante dans mon estomac me disait que les choses étaient pires que ce que je voulais admettre. J'ai décidé de conduire vendredi soir, sachant par les publications sur les réseaux sociaux que Romain et Sophie restaient généralement à la maison le vendredi pour économiser de l'argent. Alors que j'approchais de la rue familière, le son de la musique m'est parvenu avant même que je ne tourne le coin. Des voitures bordaient les deux côtés de la route et des lumières brillaient de chaque fenêtre de la maison de mes parents. Mon cœur s'est serré lorsque je me suis garé à un pâté de maison et que j'ai marché vers la maison. Ce n'était clairement pas juste quelques amis pour un barbecue. C'était exactement le genre de fête que Madame Dubois avait décrit, et de l'apparence, ce n'était pas un incident isolé. La base de la musique vibrait à travers les planchers lorsque je suis entré silencieusement par la porte latérale en utilisant ma clé.
La cuisine était encombrée de bouteilles de bière vides et de boîtes à pizza, loin de l'espace impeccable où maman m'avait appris à faire des biscuits et où papa m'avait montré comment assaisonner correctement une poêle en fonte. Un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas se tenait autour de l'îlot de cuisine, mélangeant des boissons et riant bruyamment. Personne ne m'a remarqué alors que je me glissais, trop absorbé par leur conversation et leur smartphone. Le salon était encore plus bondé, avec au moins 20 personnes serrées sur les meubles et debout en groupe. La fumée de cigarettes flottait dans l'air malgré la règle de toute une vie de maman de ne pas fumer, et plusieurs jeux à boire étaient en cours sur la table basse antique de papa, maintenant marquée de ronds et de rayures. J'ai repéré Sophie de l'autre côté de la pièce, portant une robe de cocktail que je ne reconnaissais pas et, plus choquant, un collier de perles qui avait appartenu à ma mère. C'était censé être un souvenir, quelque chose que maman avait spécifiquement dit vouloir me donner. La vue de celui-ci autour du cou de Sophie m'a tordu l'estomac de colère et de trahison. Avant de confronter qui que ce soit, je me suis retiré dans le calme relatif de la cuisine pour me ressaisir. Je me suis appuyé contre le comptoir, respirant profondément et essayant de décider de la meilleure approche. Romain et Sophie profitaient clairement de la situation, mais faire un scandale devant tous ces étrangers ne résoudrait rien. Alors que j'étais là, partiellement caché par le réfrigérateur, j'ai entendu des voix familières approcher de la salle à manger. Romain et Sophie sont entrés avec un autre couple, tous tenant des verres et parlant fort pour être entendus au-dessus de la musique. Alors, combien de temps tu as le droit de rester dans cet endroit, a demandé l'autre homme, faisant un geste autour avec sa bouteille de bière. Romain a ricané. Censé être 6 mois, mais nous travaillons à prolonger ça indéfiniment. Et ta sœur, a demandé la femme. Elle ne veut pas la vendre, Mélanie? Sophie a levé les yeux au ciel. Elle est trop occupée avec sa carrière d'agente immobilière de luxe à Lyon pour s'en soucier. Elle ne vient qu'une fois par mois pour nous vérifier comme si nous étions des enfants. J'ai pressé mon corps plus profondément dans l'ombre du réfrigérateur, mon cœur battant en écoutant. De plus, a continué Romain, baissant légèrement la voix. Elle n'est pas de la vraie famille de toute façon puisqu'elle a été adoptée. Mes parents avaient juste pitié d'elle. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Adoptée? C'était impossible. Personne ne m'en avait jamais parlé. Pas une seule fois en 34 ans. Vraiment, hit l'autre femme, se penchant avec intérêt. Elle ne le sait pas? Non, Romain a ri. Mes parents ne lui ont jamais dit. Ils allaient le faire quand elle aurait 18 ans, mais ont décidé que cela blesserait ses sentiments ou je ne sais quoi. J'ai trouvé les papiers quand je cherchais mon acte de naissance il y a des années. Ça explique pourquoi elle ne te ressemble pas du tout, a observé l'homme. Sophie a hoché la tête, touchant le collier de perles à sa gorge. Exactement. Et honnêtement, elle ne devrait même pas posséder cette maison. Nous sommes ceux qui avons les vrais petits-enfants des parents de Romain. Léa et Maxime sont leur véritable héritage, pas Mélanie. Alors, quel est ton plan, a demandé la femme. Romain a souri, une expression calculatrice que je n'avais jamais vue auparavant. Nous avons juste besoin de rester assez longtemps pour établir des droits de résidence. Mon pote Marcus est avocat et il dit que si nous pouvons prouver que nous avons entretenu la propriété et payé les factures, nous pourrions avoir un argument pour contester le testament. Surtout puisqu'elle n'est pas de notre sang. Intelligent, a approuvé l'homme. Et ce n'est pas comme si elle avait besoin de l'argent avec son travail. Exactement, a convenu Sophie. Elle peut acheter une autre maison n'importe où. Celle-ci devrait rester dans la vraie famille. Je n'ai pas attendu d'entendre plus. Glissant silencieusement, je suis retourné par la porte latérale et je suis sorti vers ma voiture, les larmes brouillant ma vision. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé les portes et laissé l'impact total de ce que j'avais entendu m'envahir. Adopté. Le mot résonnait dans mon esprit, remodelant toute ma compréhension de mon identité et de mon histoire familiale. Il n'y avait jamais eu le moindre indice que je n'étais pas l'enfant biologique de mes parents. J'avais le sourire de maman. Tout le monde le disait. L'amour de papa pour l'architecture et le design semblait être un héritage naturel de ses intérêts. Mais avec le recul, il y avait de petites choses qui prenaient soudainement un sens. L'absence de photos de bébé avant ce qui semblait être environ 6 mois d'âge. La façon dont la famille élargie me regardait parfois avec des expressions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Les commentaires critiques occasionnels de Romain sur le fait d'être le vrai fils lorsque nous nous disputions adolescents.
J'ai conduit jusqu'à un hôtel voisin à Genève, me suis enregistré mécaniquement, et je me suis effondré sur le lit. La pièce tournait autour de moi alors que les pièces de ma vie se réorganisaient en cette nouvelle réalité. À travers mes larmes, j'ai appelé la seule personne que je savais qui comprendrait l'ampleur de cette révélation. Stéphanie, ai-je réussi à dire quand elle a répondu. Savais-tu que j'étais adopté? Il y eut une pause, puis un doux « Oh » m'a dit. Non, je ne le savais pas avec certitude, mais je le suspectais. Il y avait des rumeurs quand nous étions enfants. Je n'ai jamais rien dit parce que ça n'avait pas d'importance. Tes parents t'adoraient. Romain le sait, ai-je réussi à dire entre deux sanglots. Il le sait depuis des années et il ne me l'a jamais dit. Et maintenant il dit qu'il a plus de droit sur la maison parce qu'il est leur enfant biologique et que ses enfants sont leurs vrais petits-enfants. C'est une absurdité totale, dit Stéphanie fermement. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. La voix stable de Stéphanie m'a aidé à traiter le choc initial. Quand nous avons raccroché, mes larmes s'étaient calmées, remplacées par une douleur sourde et une colère grandissante envers Romain, non pas à cause de la révélation de l'adoption elle-même, mais à cause de la manière cruelle dont il en avait parlé. Brandissant cette information comme une arme pour me délégitimer. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mon esprit plein de questions. Pourquoi mes parents ne m'avaient-ils pas dit? Avais-je accès à des dossiers sur mes parents biologiques? Est-ce que cela changeait quelque chose légalement concernant mon héritage? Et sous ces préoccupations pratiques, battait la question plus profonde et plus douloureuse, faisais-je vraiment partie de la famille que j'avais aimée toute ma vie? À l'aube, j'ai regardé le soleil se lever sur l'horizon de Bordeaux depuis la fenêtre de mon hôtel, me sentant à la fois perdu et étrangement libéré. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec une certitude absolue. Je ne permettrai pas à Romain d'utiliser mon adoption comme un outil pour prendre ce que ses parents avaient explicitement voulu que j'aie. Tôt le samedi matin, j'ai appelé Monsieur Lefebvre, l'avocat de mes parents. Bien qu'initialement réticent à discuter de la question un week-end, il a accepté de me rencontrer dans son bureau lorsque j'ai expliqué l'urgence. Oui, vous avez été adopté, a-t-il confirmé une fois que nous fûmes assis dans son bureau lambrissé. Vos parents sont venus me voir pour les démarches légales lorsque vous aviez environ 5 mois. C'était une adoption privée organisée par une organisation religieuse après que votre mère biologique, une jeune étudiante, ait décidé qu'elle ne pourrait pas s'occuper de vous. Et mes parents n'avaient jamais prévu de me le dire, ai-je demandé, luttant toujours pour assimiler cette vérité fondamentale sur moi-même. Monsieur Lefebvre semblait mal à l'aise. Ils en ont discuté avec moi plusieurs fois au fil des ans. Ils voulaient te le dire quand tu serais assez grande pour comprendre, mais ils avaient peur de te blesser ou de te faire sentir différente. Au fil du temps, il est devenu plus difficile de trouver le bon moment. Romain était-il officiellement au courant? Pas à ma connaissance. Vos parents voulaient vous le dire avant toute autre personne dans la famille. Si Romain l'a découvert, ce n'était pas de leur fait intentionnel. Cela affecte-t-il le testament de quelque manière que ce soit, ai-je demandé, arrivant à la question critique. Romain peut-il le contester au motif que je ne suis pas leur enfant biologique? Monsieur Lefebvre a secoué la tête fermement. Absolument pas. Votre adoption était légale et complète. Aux yeux de la loi, vous êtes leur fille à tous égards. Le testament est inattaquable. Vos parents ont été très clairs sur leurs souhaits. Soulagé mais toujours troublé, j'ai demandé, qu'en est-il de sa prétention concernant l'établissement des droits de résidence? C'est une idée fausse courante, a expliqué Monsieur Lefebvre. Permettre aux membres de la famille de vivre dans une propriété que vous possédez ne leur donne pas automatiquement de droit dessus. Tant qu'il y avait un accord clair sur la nature temporaire de l'arrangement, ce que je comprends, vous êtes en droit d'y mettre fin. Armé de cette information, je suis allé à ma banque ensuite. Le coffre-fort contenait des documents importants, y compris l'acte de propriété, le testament de mes parents, et j'ai découvert avec un serrement de gorge une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de maman. Je l'ai glissée dans mon sac, pas prête à la lire tout de suite. De retour à l'hôtel, j'ai appelé Jessica pour lui faire savoir que je resterais à Bordeaux jusqu'à lundi. Je dois régler cette situation une bonne fois pour toutes, lui ai-je expliqué. Cela affecte mon travail, et ce n'est pas juste pour toi ou l'agence. Prends le temps nécessaire, m'a-t-elle dit, semblant soulagée. Tiens-moi juste au courant. J'ai passé le reste du samedi à élaborer mon plan et à consulter Monsieur Lefebvre sur les étapes légales pour une expulsion formelle si cela devait arriver. Au matin du dimanche, je me sentais préparé, bien que mon estomac soit noué.
Alors que je retournais en voiture à la maison, je suis arrivé juste après 10 heures, heure à laquelle je savais que la famille finirait généralement son petit déjeuner. La maison avait l'air nettement différente en plein jour qu'elle ne l'avait fait pendant la fête du vendredi soir. Des bouteilles et des verres vides jonchaient toujours la pelouse avant, et un canapé humide et taché que je ne reconnaissais pas était abandonné sur le porche. Utilisant ma clé, je suis entré pour trouver Romain et Sophie se disputant dans la cuisine. Les enfants étaient dans le salon. Maxime jouait à un jeu vidéo à plein volume tandis que Léa tapotait sur son téléphone, tous deux indifférents au désordre qui les entourait. « Je t'ai dit que nous devions payer au moins le minimum de la carte de crédit, » disait Sophie, sa voix tranchante de frustration. « Il menace de geler le compte. »« Et je t'ai dit que je m'en chargerai quand je serai payé vendredi, » a rétorqué Romain. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faire sortir de l'argent de nulle part ?» Tous deux se sont figés lorsqu'ils m'ont remarqué debout dans l'embrasure de la porte. Romain a récupéré en premier, son expression passant à une fausse décontraction. M'a dit, nous ne t'attendions pas avant le week-end prochain. Tu aurais dû appeler. Clairement, dis-je, en regardant de manière ciblée le désastre autour de nous. Des plats s'empilaient dans l'évier, les comptoirs collants de boissons renversés, et le sol craquait de débris de collation sous mes pieds. Nous avons eu quelques amis hier soir, dit Sophie sans me regarder. Je portais les perles de maman aujourd'hui. Nous allions juste nettoyer. En fait, j'étais là vendredi soir aussi, dis-je doucement. Le visage de Romain est devenu livide. Tu y étais? Pourquoi n'as-tu pas dit bonjour? Je pense que tu sais pourquoi. Je me suis avancé dans la cuisine, posant mon sac sur le comptoir. J'ai entendu votre conversation avec vos amis à propos de mon adoption, à propos de vos projets de contester le testament. Sophie a immédiatement regardé Romain, qui a tenté un rire dédaigneux. Tu as mal compris. Nous plaisantions après avoir bu quelques verres. Ne fais pas ça, dis-je, ma voix ferme malgré les émotions qui tourbillonnaient en moi. Ne me mens plus, Romain. J'ai parlé à Monsieur Lefebvre hier. Il a confirmé que j'étais adopté, mais il a aussi confirmé que cela n'a absolument aucune incidence sur la validité du testament. Cette maison est légalement mienne. M'a dit, regarde, Romain changeait de tactique. Même si nous avons parlé de contester le testament, nous étions juste frustrés. Tu dois admettre que ce n'est pas vraiment juste que tu aies tout reçu juste parce que tu étais la favorite de papa. Ce n'est pas une question de favoritisme, répondis-je. C'est une question de responsabilité. Maman et papa ont pris leur décision en fonction de ce qu'ils pensaient être le mieux pour la propriété familiale. Sophie est intervenue, son ton défensif. Eh bien, ce n'est pas juste pour les enfants. C'est la maison de leurs grands-parents. Ils ont le droit de grandir ici. Non, ils n'ont pas ce droit, dis-je fermement. Ce qu'ils ont, c'est une tante qui est prête à aider leurs parents pendant une période difficile. Une tante dont vous avez parlé dans mon dos, dont vous avez endommagé la propriété, et dont les souvenirs de famille vous êtes appropriés. J'ai regardé directement Sophie, comme le collier de perles de maman que tu portais vendredi soir. Elle est devenue rouge mais est restée défiante. Romain a dit que je pouvais la voir. Il me va mieux de toute façon. J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour garder mon calme. La famille n'est pas seulement une question de sang, ce que j'ai apparemment mieux compris que toi malgré mon ignorance de mon adoption. La famille, c'est le respect, l'honnêteté et le respect des limites de chacun. Vous ne m'avez montré aucune de ces choses. J'ai tendu la main dans mon sac et j'ai sorti l'acte de propriété de la maison, le plaçant sur la table de la cuisine entre nous. Ceci est l'acte de cette propriété. Il est à mon nom. Selon notre accord initial, il vous reste 3 mois ici. Mais compte tenu de ce que j'ai découvert, je modifie ce calendrier. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Le visage de Romain s'est assombri de colère. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des droits. En fait, je le peux. Je l'ai déjà confirmé avec Monsieur Lefebvre. C'était un arrangement temporaire que vous avez violé à plusieurs niveaux. Je suis généreuse en vous donnant 30 jours au lieu d'exiger que vous partiez immédiatement. Et où sommes-nous censés aller, a exigé Sophie, faisant un geste vers le salon où les enfants restaient absorbés par leurs appareils. Tu vas mettre dehors tes propres nièces et neveux. N'essayez pas de me manipuler, dis-je calmement. Vous avez les 20 000 francs suisses du testament, en supposant que vous ne l'ayez pas déjà tout dépensé.
C'est suffisant pour un dépôt de garantie et le premier mois de loyer d'un appartement. Vous aviez un logement avant de venir ici et vous en trouverez un autre maintenant. L'expression de Romain est passée de la colère à la panique lorsqu'il a réalisé que j'étais sérieuse. M'a dit, allez. Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas simplement nous jeter dehors. C'est intéressant venant de quelqu'un qui a dit que je n'étais pas de la vraie famille il y a 2 jours. J'ai pris l'acte et je l'ai remis dans mon sac. Je reviendrai le week-end prochain avec les papiers d'expulsion formels. Je vous suggère de commencer à faire vos valises et à chercher un nouvel endroit immédiatement. C'est à cause de l'adoption, n'est-ce pas, a dit Romain, sa voix montant. Tu nous punis parce que tu es blessé que maman et papa ne te l'aient pas dit. Ce n'est pas notre faute. Non, ce n'est pas à cause de ça, répondis-je, gardant mon calme. C'est parce que tu as essayé d'utiliser cette information pour me délégitimer et prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est à cause du manque de respect que vous avez montré à cette maison et à la mémoire de nos parents. Sophie a commencé à pleurer, bien que la performance semblait calculée. Pense aux enfants, Mélanie. Ils adorent être ici. Ils ont enfin de la stabilité. Ils avaient de la stabilité avant et ils en auront à nouveau, dis-je, imperturbé par ce spectacle. J'ai fait demi-tour pour partir, mais Romain a attrapé mon bras. Tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas faire. J'ai baissé les yeux sur sa main jusqu'à ce qu'il me lâche. Ce n'est pas négociable. 30 jours, Romain. Et si la maison n'est pas dans le même état qu'elle l'était quand tu as emménagé, je déduirai les coûts de réparation de toute somme d'héritage restante. Alors que je sortais, j'ai entendu Sophie éclater en sanglots sincères et Romain donner un coup de pied dans une chaise de cuisine de frustration. Les enfants ont levé les yeux brièvement lorsque je suis passé par le salon. Maxime m'a fait un petit signe de la main que j'ai retourné avec un sourire triste. Une fois dans ma voiture, je me suis permis de trembler, l'adrénaline de la confrontation m'envahissant. J'avais réussi. J'avais tenu tête à Romain et récupéré ce qui m'appartenait de droit. Mais la victoire semblait creuse face au poids de tout ce que j'avais perdu. Le frère que je croyais avoir, les parents à qui je ne pourrais jamais demander mon adoption, et la simple compréhension de ma place dans le monde qui avait été brisée en un seul week-end. Alors que je retournais à Lyon cet après-midi-là, je me sentais enfin prête à ouvrir l'enveloppe de mon coffre-fort. À une aire de repos le long de la 6, j'ai soigneusement brisé le sceau et j'ai déplié une lettre écrite de la belle écriture de maman. Ma très chère Mélanie, commençait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que nous n'avons jamais trouvé le bon moment pour te dire ce que nous aurions dû partager il y a longtemps. Tu es entré dans nos vies quand tu n'étais qu'un tout petit bébé. Pas par mon corps, mais par nos cœurs. Des larmes ont brouillé ma vision alors que je lisais leur explication, leur peur de me le dire, et surtout, leur certitude absolue que j'étais destinée à être leur fille. Ne doute jamais un instant que tu es nôtre, avait écrit maman. Et que tu es nôtre de toutes les manières qui comptent vraiment. J'ai conduit le reste du chemin jusqu'à Lyon avec la lettre sur le siège passager à côté de moi, un rappel tangible que la famille est définie par l'amour, pas par la biologie. Une vérité que Romain, malgré toute sa connexion biologique, n'avait jamais comprise. L'effondrement émotionnel que j'avais contenu est finalement arrivé une fois que j'ai atteint la sécurité de mon appartement à Lyon. Je me suis assise dans ma voiture garée dans le garage souterrain pendant près d'1 heure, sanglotant jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et mes yeux gonflés. Il ne s'agissait pas seulement de la trahison de Romain ou de la révélation de l'adoption, mais de la culmination de tout. Perdre mes 2 parents en 1 an, le stress de gérer la maison à distance, et maintenant cette dernière fracture de la famille qui me restait. Quand je suis finalement arrivé à l'étage, j'ai appelé Stéphanie. J'ai réussi, lui ai-je dit, ma voix rauque. Je leur ai dit qu'ils avaient 30 jours pour partir. Je suis fier de toi, m'a-t-elle dit. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne l'était pas, mais c'est fait. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté, j'ai lu la lettre de maman sur mon adoption, et ils m'aimaient, Steph. Ils m'aimaient vraiment. Ils avaient peur que te le dire te fasse te sentir moins leur fille, ce qui est exactement ce que Romain a essayé d'utiliser contre toi, a observé Stéphanie. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Dubois, un thérapeute que j'avais brièvement consulté après la mort de papa. Il a accepté de me recevoir cet après-midi-là et j'ai passé près de 2 heures dans son bureau à démêler les émotions complexes entourant ma découverte de l'adoption. Il est normal de ressentir une perturbation de l'identité, m'a-t-il assuré.
Découvrir que vous êtes adopté à l'âge adulte peut être particulièrement difficile parce que vous avez déjà formé votre sens de vous-même autour de certaines hypothèses. Je n'arrête pas de me demander qui étaient mes parents biologiques, ai-je admis. Si j'ai des frères et sœurs biologiques quelque part. C'est une curiosité naturelle, dit le docteur Dubois. Voudriez-vous essayer de les retrouver? J'y ai réfléchi. Je pense que je le ferai éventuellement, non pas pour remplacer mes parents. Ils seront toujours maman et papa pour moi, mais pour comprendre mon histoire complète. Nous avons discuté de la manière dont je pourrais commencer cette recherche quand je serai prête, ainsi que de moyens plus sains de gérer ma colère envers Romain. Je suis parti en me sentant un peu plus ancré, avec un plan pour continuer des séances hebdomadaires. De retour au travail, je me suis forcé à me concentrer sur mes clients et mes inscriptions, reconnaissante pour la distraction. Jessica a noté le changement dans mon comportement lors de notre réunion d'équipe. Tu sembles plus présente aujourd'hui, a-t-elle commenté après. J'imagine que tu as réglé la situation avec ton frère. En cours, répondis-je. Mais j'ai maintenant établi des limites claires. Bien. La présentation de l'inscription Simpson est la semaine prochaine et j'aimerais que tu prennes les devants. Je me suis plongé dans la préparation de la présentation, travaillant tard le soir pour créer le discours parfait pour la propriété de plusieurs millions d'euros. Le travail occupait mon esprit pendant la journée, mais les nuits étaient plus difficiles. Je me surprenais à fixer de vieilles photos de famille, cherchant des indices que j'aurais pu manquer, des signes que je n'étais pas biologiquement lié aux personnes qui m'avaient élevé. Un soir, en feuilletant une boîte de souvenirs que j'avais ramenée de Bordeaux, j'ai trouvé une pile de lettres attachées par un ruban délavé. Elle provenait de maman à papa pendant une brève période où ils vivaient séparément alors qu'ils travaillaient sur un chantier de construction dans un autre état. Dans une lettre datée d'environ 1 an avant ma naissance, elle écrivait sur leurs difficultés d'infertilité et son désir ardent d'avoir un enfant. Le docteur dit qu'il y a peu d'espoir, avait-elle écrit. Mais je rêve de notre bébé chaque nuit. D'une manière ou d'une autre, je sais que nous serons parents. L'enfant qu'il faut nous trouvera. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. Ils m'avaient désiré si désespérément, m'avaient choisi, avaient construit leur vie autour de l'amélioration de la mienne. Comment Romain ne pouvait-il pas voir la beauté là-dedans? En parlant de Romain, sa réaction à mon ultimatum a été chaotique, comme prévu. Le lendemain de notre confrontation, il a commencé une campagne de harcèlement par SMS, alternant entre accusations furieuses et suppliques pitoyables. Tu détruis cette famille par dépit, disait un message. Maman et papa seraient déçus de toi. Des heures plus tard, s'il te plaît, repense-y, m'a dit. Les enfants sont dévastés. Où sommes-nous censés aller avec si peu de préavis? Je n'ai répondu à aucun de ces messages, suivant le conseil du docteur Dubois de maintenir des limites fermes. Romain a escaladé en publiant des références vagues à la situation sur les réseaux sociaux, se dépeignant comme une victime de trahison familiale. Plusieurs parents éloignés et connaissances mutuelles m'ont contacté, préoccupés par ces affirmations selon lesquelles j'expulsais des enfants de la maison de leurs grands-parents. Ce n'est pas toute l'histoire, était tout ce que je disais quand on me le demandait. Les parents de Sophie m'ont appelé directement, leur numéro apparaissant sur mon téléphone un soir, une semaine après la confrontation. Mélanie, c'est Richard Dubois, le père de Sophie, a dit une voix rauque quand j'ai répondu. Je comprends que vous mettez mes petits-enfants à la rue. Monsieur Dubois. Avec tout le respect que je vous dois, je ne discute pas de cela avec la famille élargie, ai-je répondu fermement. Romain et Sophie savent depuis des mois que l'arrangement était temporaire. Eh bien, ils n'ont nulle part où aller, a-t-il insisté. Ne pouvez-vous pas leur donner plus de temps? Au moins 6 mois. Ils ont déjà eu 3 mois pour économiser et planifier, ai-je souligné. Et ils ont l'argent de l'héritage de mes parents. Je suis désolé, mais ma décision est finale. Après plusieurs appels similaires, j'ai commencé à bloquer les numéros et à restreindre mes comptes de réseaux sociaux. Je me sentais mal pour les enfants pris au milieu, mais je me rappelais que leur bien-être était la responsabilité de leurs parents, pas la mienne. Le gestionnaire immobilier que j'avais engagé pour superviser le processus d'expulsion formelle a appelé avec des nouvelles inquiétantes au milieu de la période de 30 jours. Madame Ellis, j'ai visité la propriété hier pour remettre l'avis écrit comme l'exige la loi. Je dois vous informer qu'il semble y avoir des dommages intentionnels. Quel genre de dommages, ai-je demandé, mon estomac se serrant. Rien de structurel, mais il semble que quelqu'un ait été délibérément négligent. Il y a de nouvelles taches sur les moquettes,
des rayures sur les parquets, et quelques petits trous dans les murs qui n'étaient pas là lors de mon inspection initiale il y a 3 semaines. J'ai fermé les yeux, essayant de contenir ma colère. Documentez tout avec des photos, s'il vous plaît. Nous y remédierons lorsqu'ils partiront. Il y a autre chose, a-t-il ajouté avec hésitation. Monsieur Ellis dit au voisin qu'il prévoit de contester l'expulsion au tribunal. Il invoque des droits de résidence établis et un préavis inapproprié. Bien que M. Lefebvre m'ait assuré que ces allégations n'avaient aucune base légale, la menace d'une bataille judiciaire ajoutait une autre couche de stress. J'ai commencé à douter de ma décision. Étais-je trop dur? Aurais-je dû leur donner plus de temps? Étais-je en train de laisser mes sentiments blessés à propos de la révélation de l'adoption obscurcir mon jugement? J'ai appelé Stéphanie dans un moment de faiblesse. Peut-être que je devrais simplement leur vendre la maison à prix réduit, ai-je suggéré. Au moins, je n'aurais plus à gérer tout ça. Absolument pas, dit-elle fermement. Une source de soutien surprenante est venue d'Eliane Dubois, la meilleure amie de ma mère, qui a appelé après avoir entendu parler de la situation par les voisins. Ta mère serait horrifiée par le comportement de Romain, m'a-t-elle dit. Elle s'est toujours inquiétée de son sentiment de droit. M'a-t-elle déjà mentionné que j'étais adopté, ai-je demandé avec hésitation. Oui, chère, a-t-elle admis. C'était l'un de ses plus grands regrets de ne pas te l'avoir dit. Ils l'ont planifié tant de fois, mais ton père craignait particulièrement que cela te blesse. Romain le savait-il? Pas de tes parents, dit-elle. Mais il y a eu un incident quand il avait environ 14 ans. Il cherchait son acte de naissance dans le bureau de ton père et a trouvé tes papiers d'adoption. Ta mère l'a attrapé et l'a forcé à promettre de ne rien dire avant qu'il n'ait l'occasion de te le dire eux-mêmes. Donc, il le savait depuis l'âge de 14 ans et n'a jamais rien dit, ai-je murmuré, une nouvelle dimension de trahison me submergeant. Je soupçonne qu'il aimait avoir ce pouvoir secret, dit tristement Eliane. Romain a toujours été un peu jaloux de l'attention que tes parents te portaient. Alors que la date d'expulsion approchait, mon anxiété augmentait. J'ai pris du temps libre au travail pour être à Bordeaux le jour final, ce à quoi Jessica a étonnamment soutenu une fois que j'ai expliqué toute la situation. Les affaires de famille doivent être traitées de manière décisive, m'a-t-elle dit. Finis ça pour que tu puisses avancer. Romain a fait une dernière tentative pour retarder le processus en déposant une requête d'urgence auprès du tribunal, invoquant un préavis insuffisant et des difficultés. Monsieur Lefebvre m'a représenté à l'audience, et le juge a rapidement statué en ma faveur, notant la nature clairement temporaire de l'accord initial et le préavis légal approprié fourni. Le shérif était programmé pour appliquer l'expulsion si nécessaire, bien que j'espérais que cela n'arriverait pas. Quoi qu'il en soit, en moins d'une semaine, la maison serait de nouveau mienne, et ce chapitre douloureux pourrait commencer à se refermer. Le matin de l'expulsion, je me suis garé en bas de la rue de la maison, le cœur battant alors que je regardais les camions de déménagement dans l'allée. Romain avait finalement accepté l'inévitable, semblait-il. Le gestionnaire immobilier, David, m'a rejoint à ma voiture. Ils ont presque fini de charger, a-t-il rapporté. Le shérif est là par précaution, mais jusqu'à présent, tout se déroule sans incident. J'ai hoché la tête, soulagé, mais toujours appréhensive. Pendant les 2 heures suivantes, je suis resté assise dans ma voiture, regardant la famille de mon frère retirer les dernières traces d'eux-mêmes de la maison de mes parents. Léa et Maxime semblaient sombres, portant de petites boîtes à une voiture séparée garée dans la rue. Sophie bougeait efficacement, dirigeant les déménageurs, tandis que Romain se tenait dans l'allée, l'air perdu et jetant occasionnellement des regards dans la direction de ma voiture. Quand les camions furent chargés et la famille rassemblée pour un dernier contrôle, je me suis armé de courage et je me suis approché. Le shérif s'est rapproché, attentif à un éventuel conflit. Alors c'est tout, a dit Romain alors que je m'approchais. Tu as gagné. Content maintenant? Cela n'a jamais été une question de victoire, Romain, ai-je répondu doucement. Il s'agissait de respecter les souhaits de nos parents et l'accord que nous avons conclu. Sophie ne voulait pas me regarder, gardant un bras autour de chaque enfant. Léa, toujours perspicace, s'est détachée et est venue me faire un câlin maladroit. Je suis désolé pour le trou dans le mur de ma chambre, a-t-elle murmuré. Maxime a jeté une manette pendant un jeu et papa a dit de ne rien te dire. Je l'ai serré contre moi, mon cœur se brisant pour ces participants innocents des conflits d'adultes. C'est bon. Prends soin de toi, H. Maxime m'a fait signe de la main à côté de sa mère, mais n'est pas venu.
Romain a finalement repris la parole, sa voix tendue. Où sommes-nous censés aller maintenant? Es-tu satisfaite de savoir que la famille de ta sœur doit tout recommencer à zéro? Vous ne recommencez pas à zéro, Romain, dis-je calmement. Vous aviez l'héritage, 3 mois de vie sans loyer, et un avertissement suffisant. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, mais vos choix nous ont menés ici. Il a ri amèrement. Bien. C'est ma faute. La parfaite Mélanie ne fait jamais rien de mal. Je suis loin d'être parfaite, ai-je admis. Mais j'en ai fini d'être manipulé par toi. J'espère que tu trouveras un bon endroit pour ta famille. N'ayant plus rien à dire, ils sont partis en voiture, le shérif les suivant pour s'assurer qu'ils quittaient bien la propriété. David m'a donné les nouvelles clés. J'avais fait changer les serrures par précaution et il m'avait laissé seul pour affronter ce qui m'attendait à l'intérieur. Les dégâts étaient pires que ce à quoi je m'attendais. Au-delà de l'usure normale de la vie de famille, il y avait des signes de négligence délibérée et de vandalisme mesquin, des brûlures de cigarettes sur les comptoirs de la cuisine, une longue rayure le long du mur du couloir qui semblait avoir été faite avec une clé. Des dégâts d'eau dans la salle de bain où une fuite avait clairement été laissée sans surveillance pendant des semaines. J'ai parcouru les pièces méthodiquement, photographiant tout à des fins d'assurance et prenant des notes sur les réparations nécessaires. Dans la chambre de Léa, j'ai trouvé le trou dont elle avait parlé, mal dissimulé derrière une affiche. Dans la chambre de Maxime, la moquette présentait une grande tache d'eau de javel qui n'était pas là lors de ma dernière visite. La chambre principale, celle de mes parents, était dans le pire état. Des tiroirs pendaient ouverts, vides, à l'exception de papiers jetés et de vieux reçus. Les portes de l'armoire étaient désenclenchées, et quelque chose de sombre avait été renversé sur la moquette à côté du lit. Je me suis assise sur le bord du matelas nu, submergé par la tâche à accomplir et la malice évidente dans l'état de la maison. Mais en regardant autour de moi, j'ai remarqué quelque chose coincé sous le radiateur, une boîte en bois familière qui avait toujours été sur la commode de mon père. Je l'ai récupérée, surprise par son poids, et je l'ai ouverte pour trouver une collection de photos et de souvenirs de famille que Romain avait apparemment cachés plutôt que de les emporter dans le déménagement. Parmi eux se trouvait une photo que je n'avais jamais vue auparavant, mes parents me tenant bébé, debout à l'extérieur de ce qui semblait être un palais de justice. Le jour de mon adoption, j'ai réalisé, les larmes me montant aux yeux. Ils étaient radieux de joie, maman me regardant avec un tel amour que cela m'a coupé le souffle. J'ai serré la photo contre mon cœur, reconnaissante d'avoir trouvé cette preuve tangible de leur choix de faire de moi leur fille. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai partagé mon temps entre Lyon et Bordeaux, supervisant les réparations de la maison et triant ce qui restait des biens de mes parents. Chaque pièce contenait des souvenirs, certains douloureux maintenant à la lumière des événements récents, mais beaucoup encore chaleureux et réconfortants. Alors que je nettoyais et organisais, j'en suis venu à une décision concernant la propriété. Malgré mon plan initial de la vendre, j'ai réalisé que je n'étais pas prête à me séparer de ce dernier lien avec mes parents. Au lieu de cela, je la louerais temporairement pendant que j'envisagerais des options à plus long terme. Plus surprenant encore, je me suis surprise à penser aux enfants de Romain. Malgré les fautes de leurs parents, Léa et Maxime étaient innocents, et ils étaient toujours ma nièce et mon neveu. Après mûre réflexion et consultation avec Monsieur Lefebvre, j'ai décidé d'utiliser une partie de mon héritage pour créer des fonds universitaires pour les 2 enfants. J'aimerais créer cela de manière anonyme, ai-je expliqué à Monsieur Lefebvre. Je ne veux pas que Romain sache que l'argent vient de moi. C'est très généreux, Mélanie, dit-il. Êtes-vous sûr? Après tout ce qui s'est passé, je suis sûr que les enfants ne devraient pas souffrir pour les erreurs de leurs parents. Avec les réparations de la maison en cours et les projets de location en marche, je suis retourné à Lyon, prête à me concentrer sur ma carrière et ma croissance personnelle. Jessica était satisfaite de mon engagement renouvelé au travail, et l'inscription Simpson dont j'avais été inquiète s'est avérée être l'une de nos ventes les plus réussies du trimestre. Quoi que vous ayez fait à Bordeaux, a-t-elle commenté après la clôture, il semble que cela vous ait donné un nouvel avantage. Vous êtes plus affirmé avec les clients, d'une bonne manière. Elle avait raison. Se défendre contre Romain avait changé quelque chose de fondamental dans la façon dont j'abordais les conflits. La peur de la confrontation qui m'avait amené à accepter ses excuses si longtemps avait diminué, remplacée par un sens plus clair de mes propres limites. Cette nouvelle confiance s'étendait également à mon parcours personnel. Avec les conseils du docteur Dubois, j'ai commencé à faire des recherches sur mon adoption et mes origines biologiques. Le processus était lent et souvent frustrant,
compliqué par la nature privée de l'adoption et les années écoulées. Mais chaque petite découverte m'aidait à construire une image plus complète de moi-même. 6 mois après l'expulsion, j'ai reçu un SMS inattendu de Romain. Peut-on parler était tout ce qu'il disait. J'ai envisagé de l'ignorer, mais après en avoir discuté avec le docteur Dubois, j'ai accepté de le rencontrer dans un café à mi-chemin entre Bordeaux et Lyon. Il avait l'air plus mince lorsqu'il est arrivé, avec de nouvelles rides autour de ses yeux qui témoignaient de mois difficiles. « Comment vas-tu » ai-je demandé, gardant mon ton neutre. « Je me débrouille » a-t-il répondu. Nous avons trouvé un appartement à Lausanne. C'est petit, mais ça fonctionne pour l'instant. Les enfants s'adaptent. Et Sophie ? Il a baissé les yeux sur son café. Elle est partie le mois dernier. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer la réduction du train de vie. Elle est chez ses parents pendant que nous nous débrouillons. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Je suis désolé de l'apprendre. Ouais, eh bien. Il haussa les épaules. Il s'avère qu'elle s'intéressait surtout au style de vie que tu pouvais offrir. Une fois que c'était parti. Il s'est interrompu, puis m'a regardé directement pour la première fois. Je te dois des excuses, m'a dit. Ce que j'ai dit sur le fait que tu n'étais pas de la vraie famille était cruel et faux. J'étais désespéré et je réagissais mal. J'ai étudié son visage, à la recherche de la manipulation à laquelle j'étais devenu habitué, mais son expression semblait sincèrement pleine de remords. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'adoption ? Ai-je demandé. Toutes ces années, tu savais et tu me l'as caché. Au début, parce que maman m'a fait promettre, a-t-il admis. Plus tard, je suppose que c'est devenu une sorte de pouvoir. Quelque chose que je savais et que tu ne savais pas. C'était mesquin et puéril. Oui, ça l'était, ai-je convenu. Et l'utiliser contre moi quand tu pensais que cela pourrait t'aider à prendre la maison était pire que puéril. Il a hoché la tête, acceptant la réprimande. Je sais. Je ne peux pas annuler cela. Mais j'essaie de faire mieux pour les enfants, si ce n'est rien d'autre. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, couvrant un terrain douloureux, mais nous souvenant aussi des bons moments avec nos parents. Il n'y a pas eu de réconciliation spectaculaire, pas de larmes ou de promesses de recommencer à zéro. Au lieu de cela, nous avons atteint une trêve provisoire, convenant de contacts limités centrés principalement sur les enfants. Léa demande de tes nouvelles, a-t-il dit alors que nous nous apprêtions à partir. Elle veut savoir si elle peut t'appeler parfois. J'aimerais bien, dis-je sincèrement. Elles sont toujours ma nièce et mon neveu. De retour à Lyon, j'ai continué le processus de reconstruction de ma vie. J'ai rénové mon appartement, créant un espace qui me semblait vraiment être le mien pour la première fois. J'ai rejoint un groupe de soutien pour adultes adoptés, trouvant du réconfort dans les expériences et les défis partagés. Et lentement, j'ai recommencé à fréquenter des gens, ne mettant plus ma vie personnelle en attente pour des crises familiales. Un soir, alors que j'étais assise sur mon balcon regardant le coucher de soleil sur le lac Léman, j'ai rouvert la lettre de maman. Je l'avais lue d'innombrables fois au cours des mois qui avaient suivi sa découverte, mais maintenant, des lignes différentes se distinguaient pour moi. La famille n'est pas une question de sang ou d'acte de naissance, avait-elle écrit. C'est à propos de ceux qui se tiennent à tes côtés dans les moments difficiles, qui célèbrent tes joies et consolent tes peines. C'est à propos de l'amour, pas de la génétique. J'ai pensé à la façon dont j'avais découvert la vérité de ces mots par leur absence dans le comportement de Romain et leur présence dans le soutien d'amis comme Stéphanie. J'ai pensé à la force que j'avais trouvée à m'affirmer et à la paix qui venait de l'établissement de limites claires. Surtout, j'ai pensé à la famille que je pourrais créer un jour par la naissance, l'adoption, ou simplement les liens étroits des relations choisies, et aux valeurs que je transmettrais des parents qui m'avaient choisi et aimé complètement. Le voyage de découverte n'était pas terminé. Il y aurait plus de questions, plus de recherches, plus de traitement des émotions complexes. Mais assise là avec l'horizon de Lyon s'illuminant d'or dans la lumière déclinante, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance à moi-même qu'aucune révélation ou trahison ne pourrait ébranler.